J'ai trouvé un traceur GPS sous ma voiture. Alors je l'ai envoyé au Canada, puis j'ai reçu un appel terrifiant. Histoire vraie. J'ai trouvé un traceur GPS sous ma Citroën C5 pendant que je changeais l'huile. Installation professionnelle. Encore chaud, ce qui signifiait que quelqu'un venait de l'installer. À 72 ans, pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de me surveiller? Pour découvrir la vérité, j'ai envoyé ce traceur au Canada par la poste. Je n'en ai parlé à personne. J'ai juste attendu, observé, écouté. 12 heures plus tard, le téléphone de mon fils Julien a commencé à sonner sans arrêt. Son visage est devenu livide, et c'est là que j'ai su qu'il l'avait installé. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, laissez un commentaire ci-dessous. D'où regardez-vous cette vidéo? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. La vidange du samedi matin était un rituel que j'entretenais depuis 40 ans. Même heure, même routine. Glisser la planche à roulettes sous la Citroën, vidanger l'huile usagée, remplacer le filtre, remettre de l'huile neuve. Mes articulations se plaignaient plus qu'avant, mais je pouvais encore faire le travail moi-même. J'avais toujours fait ainsi. Je continuerai toujours. C'est alors que ma main a heurté quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Je me suis arrêté. J'ai tâtonné à nouveau sous le châssis, cette fois en faisant attention. Mes doigts ont trouvé du métal, lisse et étranger, ne faisant pas partie de la voiture. J'ai attrapé la lampe torche de ma caisse à outils et me suis glissé de nouveau dessous. Le faisceau l'a éclairé immédiatement. Une boîte noire de la taille d'un jeu de cartes, fixée magnétiquement au châssis. Une petite LED clignotait rouge dans l'obscurité. Installation professionnelle. Aimant de qualité industrielle. Ce n'était pas un jouet bon marché de chez Darty. J'avais été ingénieur en mécanique pendant 4 décennies avant ma retraite. Je connaissais l'équipement. Celui-ci était cher, 3, peut-être 400 €, et il était encore tiède au toucher. Pas tiède à cause du soleil d'octobre en Bourgogne. Il faisait à peine 15 degrés dehors. Tiède d'une utilisation récente. Quelqu'un avait installé ce truc récemment. Très récemment. Je ne l'ai pas arraché. Cela aurait été stupide. J'ai plutôt pris des photos sous tous les angles avec mon téléphone. Gros plan du numéro de série gravé sur le côté. Photo large montrant exactement où il était monté. J'ai tout documenté, comme on m'avait appris à documenter les pannes mécaniques à l'époque où j'étais ingénieur. Puis j'ai pris un essuie-tout de l'établi, j'ai soigneusement effacé mes empreintes de l'appareil et je l'ai retiré. L'aimant s'est détaché avec un petit clic. Je l'ai enveloppé dans un sac de congélation et l'ai emporté à l'intérieur, laissant la vidange à moitié finie. À ma table de cuisine, j'ai fixé cette chose à travers le plastique. Traceur GPS, forcément. Mais qui installerait un traceur sur la voiture d'un homme de 72 ans? J'ai mentalement passé en revue la liste. Seules 3 personnes étaient venues dans mon garage cette semaine passée. Maurice, mon voisin d'à côté, 77 ans, qui savait à peine utiliser son téléphone à clapet. Impossible que Maurice ait installé quelque chose comme ça. Le livreur de gaz qui avait rempli ma bonbonne lundi. Mais c'était un inconnu. Il ne me connaissait pas, n'avait aucune raison de traquer un client au hasard. Et Julien, mon fils, qui était passé mardi après-midi soi-disant pour vérifier l'état des chevaux. Je me suis adossé à ma chaise en réfléchissant. Julien avait passé 15 minutes seul dans le garage. Il avait dit qu'il vérifiait la pression des pneus de ma voiture, qu'il voulait s'assurer que le véhicule du vieux était en sécurité. Sauf que Julien ne s'était jamais soucié de ses chevaux. Pas une seule fois en 35 ans. Et vérifier la pression des pneus ne prend pas 15 minutes. Mon esprit d'ingénieur a commencé à assembler les pièces. La chaleur de l'appareil signifiait qu'il était actif, qu'il transmettait. Quelqu'un surveillait mes déplacements. Quelqu'un qui avait besoin d'équipement professionnel pour le faire. J'ai regardé mon téléphone, le numéro de Julien dans mes contacts. Mon pouce a hésité au-dessus. Non, j'avais appris quelque chose en 40 ans de résolution de problèmes mécaniques. Ne jamais tirer de conclusions hâtives sans données. Tester d'abord son hypothèse. Observer le système. Voir ce qui se casse quand on applique une pression. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau de cuisine et j'y ai glissé le sac de congélation. La voiture resterait au garage. Je n'irai nulle part en conduisant.
et j'attendrais de voir qui poserait des questions. Si quelqu'un me surveillait, il allait être très confus de me voir soudain arrêter de bouger. J'ai fermé le tiroir et regardé par la fenêtre ma paisible propriété bourguignonne. 3 personnes avaient les clés de mon garage. Une seule d'entre elles connaissait assez bien les voitures pour installer correctement un traceur. Mon fils. Je n'ai pas appelé Julien. Je ne l'ai pas confronté. J'ai fait ce que j'avais appris en 40 ans d'ingénierie. Tester l'hypothèse avant de tirer des conclusions. Le dimanche matin s'est levé tranquille. J'ai nourri les chevaux, réparé la clôture, nettoyé l'écurie. Travaux de week-end normaux. La Citroën est restée dans le garage, intouchée. Le traceur est resté dans le tiroir de mon bureau, silencieux. Mon téléphone n'a jamais sonné. Lundi, je suis resté près de la maison. J'ai réparé la rambarde de la terrasse, organisé l'abri à outils, fait un pot-au-feu qui durerait toute la semaine. Toujours aucune raison de conduire. La voiture est restée où elle était. À 14 heures, mon téléphone a vibré. Julien, salut papa. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Sa voix avait ce ton décontracté que prennent les gens quand ils essaient trop fort de paraître décontractés. Je vais bien, j'ai dit. Bien, aucune raison particulière. Je n'avais pas de nouvelles depuis un moment. Ta voiture roule bien? Voilà. Pas. Comment tu te sens? Il avait demandé pour la voiture. En fait, j'ai des problèmes de boîte de vitesse. J'ai dit. Je la garde au garage pour l'instant. Sa voix a changé, s'est tendue. Quel est le problème exactement? Où tu vas l'emmener? Combien de temps ça va prendre? 3 questions en 5 secondes. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était de la panique à peine contrôlée. Juste quelques patinages entre les vitesses. Il faut probablement changer le liquide. Je m'en occuperai quand j'aurai le temps. Mais pourquoi tu poses autant de questions sur ma voiture? Silence de son côté. Puis, je veux juste m'assurer que tu es en sécurité. À ton âge, des problèmes de voiture peuvent être dangereux. J'ai 72 ans, Julien. Pas mort. J'ai raccroché. Julien n'avait pas appelé pour prendre de mes nouvelles. Il avait appelé pour prendre des nouvelles de la voiture. Ce qui signifiait qu'il la surveillait. Mardi matin, j'étais en train d'arracher les mauvaises herbes quand le téléphone a sonné à nouveau. Papa? Julien semblait essoufflé. Je pensais peut-être venir ce week-end? Bien sûr. J'ai dit, mais la voiture n'est toujours pas réparée. Tu es sûr que c'est juste la boîte de vitesse? Sa voix a monté d'une demi-octave. Rien d'autre qui cloche avec la voiture? J'ai arrêté d'arracher les mauvaises herbes. C'était trop précis. Qu'est-ce qui pourrait clocher d'autre? Il a bégayé. Je ne sais pas, juste pour m'assurer. Les vieilles voitures peuvent avoir plusieurs problèmes. Elle va bien, Julien. Juste la boîte de vitesse. Après avoir raccroché, je me suis assis à ma table de cuisine. 2 appels en 3 jours. Julien appelait normalement une fois par mois, quand il y pensait. Et les 2 fois, il avait demandé pour la voiture. Pas pour moi, pas pour la propriété. La voiture. J'ai ouvert le tiroir du bureau et regardé le sac de congélation. La LED du traceur clignotait toujours rouge, patiente et persistante. Mon cerveau d'ingénieur a commencé à connecter les points. Il y a 6 mois, Julien m'avait aidé à installer le Wi-Fi, avait insisté pour le faire lui-même. Il y a 3 mois, il avait réparé mon ordinateur portable quand il ralentissait, avait passé 1 heure seul avec. Ce n'était pas un incident isolé, c'était un schéma. Julien ne m'aidait pas. Il se préparait pour quelque chose que je ne connaissais pas encore. Mais le traceur n'était pas pour me protéger. Si c'était le cas, il ne paniquerait pas quand je restais à la maison. C'était pour le contrôle, pour savoir où j'étais à tout moment. Mardi soir, je me suis assis dans l'obscurité et j'ai pensé à mon fils, au garçon qui avait appris à changer l'huile à mes côtés dans ce garage, qui était devenu un homme que je ne connaissais apparemment plus. Si Julien était si désespéré de surveiller mes mouvements, il devait y avoir une raison, quelque chose qui le rendait prêt à mentir à son propre père. Je devais savoir jusqu'où il irait. J'ai pris mon téléphone et fait défiler mes contacts jusqu'à trouver un nom que je n'avais pas appelé depuis des années. Raymond Dubois, routier, longue distance, vieil ami et homme qui ne posait pas de questions. Il était temps de donner à Julien quelque chose dont il pourrait vraiment s'inquiéter. Raymond Dubois a répondu à la 2e sonnerie. Sa voix était rauque après 35 ans de fumée de diesel et de café d'air d'autoroute.
Roland, tu sais quelle heure il est? 6 heures du matin, et j'ai besoin d'un service. Ça doit être important si tu appelles si tôt. Tu peux m'emmener quelque chose à Winnipeg? Silence, puis un petit rire. Quel genre de quelque chose? Le genre dont on ne pose pas de questions. 25 minutes plus tard, je retrouvais Raymond à l'aire de repos de la 6, juste à la sortie de Beaune. Le matin bourguignon était froid, le brouillard s'accrochant encore à l'asphalte. Son semi-remorque était au ralenti, le moteur grondant comme un tonnerre lointain. Je lui ai tendu une petite boîte, le traceur emballé dans du papier bulle et scellé avec du scotch. Pas d'adresse de retour, pas d'étiquette. Qu'est-ce qu'il y a dedans? A demandé Raymond en la retournant dans ses grosses mains. Rien de dangereux, rien d'illégal. Ça a juste besoin d'arriver à Winnipeg. N'ouvre pas, ne laisse pas les douanes le scanner si tu peux l'éviter. Raymond m'a regardé longuement. On se connaissait depuis 20 ans. On avait réparé les véhicules l'un de l'autre, partagé des bières au barbecue du 14 juillet, enterré nos femmes à 2 ans d'intervalle. Il savait que je ne demanderais pas, sauf si c'était important. Tu es un vieil homme bizarre, Moreau. Je sais. Ça va me retomber dessus? Non. Il a hoché la tête, glissé la boîte derrière son siège. J'enverrai un texto quand je passerai la frontière. Son camion est parti vers le nord, les feux arrière rouges disparaissant dans le brouillard. J'ai regardé jusqu'à ce que je ne puisse plus les voir, puis j'ai conduit à la maison. L'attente était la partie difficile. J'ai nourri les chevaux, vérifié la ligne de clôture, me suis fait un sandwich. Je n'ai pas mangé. J'ai gardé mon téléphone dans ma poche. Volume au maximum. 14 heures. Rien. 17 heures. Toujours rien. À 19 heures, mon téléphone a vibré. Texto de Raymond. Frontière franchie. Colis livré à votre ami. J'ai tapé en retour. Merci. Je te dois quelque chose. 20 heures. J'étais en train de faire la vaisselle du dîner quand mon téléphone a sonné. Julien. Salut papa. Comment ça va? Trop joyeux, forcé. Je prépare le dîner, j'ai dit. Tu vérifies juste avec toi? Tu es à la maison? Où d'autre serais-je? C'est vrai, c'est vrai. La voiture toujours cassée? Toujours en panne? Donc tu es à la propriété, tu ne conduis nulle part. J'ai posé lentement le torchon. Julien, de quoi s'agit-il? Rien, je m'assure juste que tu vas bien. Sa voix était tendue, étirée comme un fil sur le point de se casser. 21 heures. Le téléphone a sonné à nouveau. Papa, où es-tu? Pas de salutation. Une exigence. Panique brute. Je suis à la maison. Où j'ai été toute la journée? Pourquoi tu cries? Ta voiture? Je veux dire, tu es sûr que tu es à la propriété? Fils, tu es ivre. En arrière-plan, la voix de Sandrine a tranché, coupante comme du verre. Donne-moi le téléphone. Non, laisse-moi. Julien étouffé, se disputant avec elle. Julien, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Sa voix tomba à un chuchotement. Papa, on a besoin de se parler en personne. Demain matin, 9 heures. C'est important. Ne va nulle part ce soir, reste à la maison. J'ai 72 ans. Où irai-je? Après avoir raccroché, je suis resté dans la cuisine sombre. Julien n'avait pas demandé si j'allais bien. Il avait demandé où j'étais. Il avait l'application de suivi sur son téléphone, voyant la voiture de son père faire un voyage impossible vers le Canada. Mon fils me surveillait. Et maintenant qu'il m'avait perdu, il était terrifié. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Tu es sûr que tu es à la propriété? Comment saurait-il si je n'y étais pas? Le traceur était au Canada, à moins qu'il y ait un autre moyen. À 1 heure du matin, j'ai marché jusqu'à mon bureau. Julien m'avait aidé à installer le Wi-Fi il y a 6 mois, avait insisté pour le faire lui-même. J'ai ouvert le gestionnaire de tâches et scanné les processus. Un se démarquait. Remote Access Service.orxe. J'ai sorti mon téléphone et cherché. Logiciel de bureau à distance permet à quelqu'un de voir votre écran, accéder aux fichiers, contrôler votre ordinateur. Installé il y a 6 mois. Le jour exact où Julien avait aidé avec le Wi-Fi. Les journaux d'accès montraient tout. Relevés bancaires, documents légaux, emails, actes de propriété. Tous consultés quand je n'étais pas là. Je voulais le désinstaller immédiatement. Mais si Julien regardait, il saurait.
Mieux valait le laisser penser qu'il avait encore accès. Traceur plus logiciel espion, localisation et finance. Pourquoi mon fils aurait-il besoin des deux? À 2 heures du matin, j'ai frappé chez Maurice. Il a répondu en robe de chambre. « Je peux utiliser ton ordinateur ?» Le mien fait des siennes. Il s'est écarté sans question. Les bons voisins ne posent pas de questions auxquelles ils ne veulent pas de réponse. J'ai cherché. Logiciel d'accès à distance illégale. Crime fédéral, jusqu'à 10 ans de prison. Puis j'ai cherché le numéro de modèle du traceur. Mon sang s'est glacé. Système avancé de contrôle de véhicule, arrêt moteur à distance, contrôle des freins. Pas seulement du suivi, du contrôle. J'ai trouvé des vidéos. Une voiture roulant à 105 km/h. Puis soudain, moteur coupé, frein bloqué. Tête à queue, crash contre le rail de sécurité. Le message était clair. Sur une vraie autoroute, le conducteur ne survivrait pas. Je me suis adossé, engourdi. Julien ne m'avait pas seulement surveillé. Il avait installé une arme sur ma voiture. Il pouvait me tuer d'une pression sur son téléphone. Je suis rentré dans l'obscurité froide. Mon fils avait la capacité de m'assassiner à distance. Un bouton, un moment, mort. La question n'était plus « si ». La question était « pourquoi ». À 6 heures du matin jeudi, j'ai fait 2 appels. D'abord à maître Bernard Roussel, qui avait géré le testament de ma femme il y a 10 ans. Ensuite à Claude Moreau du garage auto. À midi, je saurais si j'étais paranoïaque ou si mon fils essayait vraiment de me tuer. Le bureau de maître Roussel était au centre-ville, 3e étage d'un immeuble en Roland de taille. Je suis arrivé à 9 heures avec une clé USB pleine de captures d'écran de l'ordinateur de Maurice, photo du traceur, preuve du logiciel espion. Roland? Roussel s'est levé de son bureau, l'inquiétude déjà sur son visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tendu la clé USB. Il l'a branchée, a cliqué sur les fichiers. Son expression s'est assombrie à chaque image. C'est de la surveillance sans consentement, potentiellement un crime. Il y a plus, j'ai dit. Je pense que quelqu'un a essayé de déposer une procuration en mon nom. Les doigts de Roussel se sont immobilisés sur le clavier. Vous pensez, ou vous savez? J'ai besoin que vous vérifiez. Il s'est tourné vers son ordinateur, a accédé au registre de l'État de Bourgogne. 5 minutes de frappe. Puis il m'a regardé. « Roland, asseyez-vous » J'étais déjà assis. Il y a 2 semaines, quelqu'un a soumis une procuration durable avec votre signature. Le bureau du notaire l'a signalé. L'identité semblait suspecte. J'ai essayé de vous appeler, mais... J'étais au chalet de pêche. Pas de réseau pendant 4 jours. Il a hoché la tête, tourné son écran vers moi. La signature semblait réelle à 95%, presque parfaite. Si je ne l'avais pas attrapé, Julien aurait eu le contrôle légal de tout. Votre propriété, votre retraite, vos décisions médicales, tout. Comment aurait-il eu ma signature? Le logiciel espion. Il pourrait scanner de vieux documents, manipuler des images. Roussel a marqué une pause. Roland, il peut essayer à nouveau. Et la prochaine fois, il sera plus prudent. Il a sorti un autre dossier de son tiroir. Il y a 3 jours, quelqu'un a utilisé votre propriété comme garantie pour un prêt. La pièce a légèrement basculé. C'est impossible. La propriété est payée depuis 12 ans. Je sais. La société de titres l'a signalé et m'a appelé. Quelqu'un a falsifié votre signature sur une demande de prêt. 270 000 €. Le chiffre m'a frappé comme un poing. Qui prêterait autant? Ce n'est pas un prêteur légitime, c'est une opération d'usurier déguisée en société d'investissement. Intérêts élevés, méthode de collecte violente. Quand les gens ne perdent pas, il n'a pas fini. Julien leur doit. Roussel a hoché la tête. Beaucoup. Et il a utilisé votre ranch sans votre connaissance. S'il avait obtenu la procuration d'abord, ça aurait été légal. À 11 heures, j'ai conduit au garage de Claude avec les photos du traceur. Le garage sentait l'huile et le caoutchouc brûlé. Claude a jeté un coup d'œil aux photos et son visage s'est durci. « Où as-tu trouvé ça ?»« Sous ma Citroën. » Il m'a mené à son bureau, tapé le numéro de modèle dans son ordinateur. « Roland, ce n'est pas juste du GPS, c'est un dispositif coupe-circuit. » Il a expliqué. Se connecte à l'unité de contrôle moteur, peut couper à distance le carburant, désactiver le moteur, bloquer les freins.
Il a affiché une vidéo. Une voiture roulant à 100 km/h. Puis soudain, moteur mort, frein bloqué, la voiture faisant un tête-à-queue. À la vitesse de l'autoroute, tu meurs. Tu peux tracer qui l'a acheté? Non, dark web, intraçable. Mais quiconque l'a installé avait accès physique à votre voiture et savait ce qu'il faisait. Il m'a regardé sérieusement. Roland, c'est une tentative de meurtre. Vous devez appeler la police. J'ai conduit lentement à la maison, vérifiant chaque voiture dans mes rétroviseurs. Julien avait 270 000 raisons de me tuer. Il avait les outils pour le faire. Et, selon Roussel, les usuriers viendraient te réclamer dans 2 semaines. C'était il y a 12 jours. Il me restait 48 heures. Je n'ai pas dormi jeudi soir non plus. Au lieu de cela, je me suis assis avec une tasse de café froid et un numéro de téléphone que je n'avais pas appelé depuis 15 ans. Michel Patterson, détective à la retraite. Le seul homme en qui j'avais confiance pour creuser dans la vie de mon fils sans jugement. À 2 heures du matin, j'ai ouvert mon carnet et écrit une chronologie. Il y a 6 mois, logiciel espion installé. Il y a 2 semaines, tentative de procuration. Il y a 1 semaine, traceur installé. Il y a 3 jours, demande de prêt. Le schéma était clair. Préparation qui s'escaladait. J'ai pris le téléphone et composé. Michel a répondu à la 3e sonnerie, sa voix épaisse de sommeil. Il vaut mieux que ce soit bien. Il est 2 heures du matin. Michel, c'est Roland Moreau. Silence. Puis sa voix s'est éclaircie. Roland, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un. Mon fils. Une longue pause. Michel savait que je ne demanderais pas à moins que ce soit désespéré. De quoi avez-vous besoin? Tout. Ses finances, à qui il doit, ce qu'il a fait, d'ici demain. C'est beaucoup demandé. Je paierai le triple de votre tarif. Roland, je n'ai pas besoin de votre argent. Si vous appelez au sujet de votre gamin à 2 heures du matin, c'est assez grave. Donnez-moi 4 heures. À 6 heures, mon téléphone a sonné. Roland, asseyez-vous. J'étais déjà assis. Votre fils se noie, a emprunté 270 000 euros à une société appelée Solutions d'investissement Apex. Les usuriers que Roussel avait mentionnés. Pire, ils sont sous enquête du SRPJ, façade de blanchiment d'argent. Quand les gens ne paient pas, ils disparaissent. Mon sang s'est glacé. Combien de temps a-t-il? Ils lui ont donné 2 semaines. C'était il y a 12 jours. Dans 2 jours, ils viendront collecter. Ils prendront la propriété avec ou sans vous dessus. Michel a marqué une pause. Roland, votre fils vous a vendu à des gens dangereux. Pourquoi emprunter autant? Michel a hésité. Jeux, poker en ligne, trading crypto, tout perdu. Plus les factures médicales de Sandrine, chirurgie esthétique, que l'assurance ne couvrait pas. Il se noie. Au lieu de me demander de l'aide, ils ont décidé de la prendre. Une autre pause. Roland, il y a plus. Selon ma source à l'intérieur d'Apex, ils ont envoyé quelqu'un évaluer la garantie hier. Quelqu'un surveillait votre propriété, prenait des photos, s'assurait qu'elle valait 270 000 euros. J'ai regardé par la fenêtre. La propriété était sombre et silencieuse. Roland, vous avez besoin de protection. Ces gens ne négocient pas. Que font-ils habituellement? La voix de Michel est devenue plate. Ils rendent la garantie disponible en supprimant les obstacles. Je suis l'obstacle. Oui. Dans 2 jours, si Julien ne paie pas, ils viendront pour vous. Et ils ne vous demanderont pas juste de signer des papiers. Que devrais-je faire? Appelez le SRPJ, appelez la gendarmerie locale. Obtenez une protection. Ou je pourrais leur donner ce qu'ils veulent. Vous voulez dire Julien? Avec des preuves? Avec des aveux? Avec tout. Roland, ces gens veulent la propriété. Mais si Julien est en garde à vue du SRPJ, la garantie devient invalide. La fraude du prêt est exposée. Apex fait l'objet d'une enquête. Ils perdent tout. Vous parlez de piéger votre propre fils. Je parle de l'arrêter avant qu'il me tue. Michel m'a donné 2 numéros. Un pour le SRPJ, un pour une maison sûre si j'avais besoin de fuir. J'ai écrit les numéros, les remercié et raccroché. Puis j'ai fixé ces numéros pendant longtemps. Au lever du soleil, j'avais pris ma décision. Je ne fuyais pas. Je me battais. Vendredi matin, je suis allé faire du shopping. Pas pour l'épicerie, pas pour les aliments, pas pour quoi que ce soit qu'un homme de mon âge devrait acheter.
À 8 heures du matin, j'ai conduit vers Lyon avec un seul objectif. Caméra, un enregistreur et un ordinateur portable bon marché que personne d'autre que moi ne pourrait jamais accéder. Et avant le coucher du soleil, j'avais besoin de passer un appel téléphonique qui changerait tout, un qui pourrait sauver ma vie ou forcer la confrontation que j'avais évitée. Quoi qu'il en soit, à la tombée de la nuit, il n'y aurait pas de retour en arrière. À 8 heures précises, je me suis dirigé sur l'autoroute vers l'est. J'ai complètement évité Beaune. Les petites villes ont des ragots qui voyagent vite et je ne pouvais pas me permettre des yeux curieux. Lyon offrait l'anonymat. La Fnac venait juste d'ouvrir quand j'ai marché à l'intérieur. « Installation d'un système, monsieur ?» a demandé un jeune vendeur en m'approchant alors que j'étudiais l'allée sécurité. « Quelque chose comme ça ?» j'ai dit, payant en espèces pour 4 caméras Blink Mini et un ordinateur portable sans fioriture. Pas de compte, pas de cloud, rien de traçable. De retour à la maison, j'ai installé les caméras pendant 3 heures lentes et délibérées. La première est allée dans le salon, cachée entre les livres anciens de Linda. La seconde s'est cachée derrière le cadran de l'horloge murale de la cuisine. La troisième a disparu dans une cabane à oiseaux en bois surplombant la terrasse. La quatrième, j'ai glissé derrière une photo encadrée de Linda dans mon bureau. Les 4 diffusaient uniquement vers le nouvel ordinateur portable. Celui compromis que Julien avait touché est resté fermé. Quand tout est devenu en ligne, j'ai vérifié chaque angle. Pas un seul angle mort. À 13 heures, j'ai appelé Maître Roussel. « Maître, si j'enregistre mon fils admettant ce qu'il a fait, est-ce admissible ?» « La France est un état de consentement d'une partie, » a-t-il dit. « Vous avez besoin qu'il dise 3 choses. Il a installé le traceur, il savait ce qu'il pouvait faire, et il avait l'intention d'utiliser votre propriété. Cela prouve la fraude, tentative d'homicide et exploitation des personnes âgées. J'ai écrit les 3 points dans mon carnet, ma main instable. À 14 heures, j'ai appelé le numéro que Michel Patterson m'avait donné. SRPJ Bureau de Lyon. Ici, lieutenant Martinez. Je m'appelle Roland Moreau, j'ai dit. Mon fils essaie de me tuer et il est lié à Solutions d'investissement Apex. Une pause. Monsieur Moreau, comment connaissez-vous Apex ? Parce qu'ils détiennent un prêt frauduleux en mon nom. Mon fils a utilisé ma propriété comme garantie. Pouvez-vous venir au bureau ? A-t-elle demandé. Je ne peux pas, j'ai dit. Mais vous pouvez venir ici. Demain matin, j'aurai un aveu enregistré. Pouvez-vous placer des agents à ma propriété à 10 heures demain matin ? Monsieur, ce n'est pas typiquement... Il a installé un coupe-circuit sur ma voiture. Il a falsifié des documents légaux. Apex vient pour moi dans 2 jours. Vous pouvez être ici demain ou arriver dimanche pour collecter mon corps. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Le téléphone a sonné instantanément. « Monsieur Moreau ?» Martinez a dit. « J'ai besoin de tous les détails que vous avez. » Pendant 30 minutes, je lui ai tout donné. Le traceur, le logiciel espion, les signatures falsifiées, le prêt, la chronologie. Quand j'ai fini, elle a dit « J'enverrai 2 agents. Ils resteront cachés. Mais si les choses deviennent dangereuses... » « Ça n'arrivera pas, » j'ai dit. Face à face. C'est encore mon fils. À 16 heures, j'ai pratiqué mes questions dans le miroir, d'abord douces, puis se resserrant progressivement jusqu'à ce que la vérité n'ait plus nulle part où se cacher. À 18 heures, j'ai appelé Julien. « 9 heures demain matin, » j'ai dit. « Juste toi et moi. » Sa voix a tremblé. « À propos de quoi, papa ?»« À propos de ce que tu as fait. » J'ai raccroché avant qu'il puisse protester. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai regardé les 4 flux de caméras luisant sur l'ordinateur portable, la propriété silencieuse autour de moi. Demain, il ferait face à ce qu'il était devenu. Et à 8h55 du matin samedi, quand j'ai entendu sa voiture crisser sur le gravier, j'ai vérifié les caméras une dernière fois. Le lieutenant Martinez et l'agent Harper étaient déjà cachés dans la cuisine. Je me suis levé, me suis stabilisé et marché vers la porte d'entrée. Il était temps. Julien a frappé 3 fois, doucement, hésitant, comme quand il était enfant et avait cassé quelque chose. Sandrine se tenait à côté de lui, non invitée. J'aurais dû savoir qu'elle viendrait. J'ai ouvert la porte. « Juste toi », j'ai dit. Le menton de Sandrine s'est levé. « Affaire de famille ?»
Je devrais être ici. Je me suis écarté. Ils se sont assis sur le canapé. J'ai pris la chaise en face d'eux, les caméras capturant tous les angles. Du café? Non. La voix de Julien s'est cassée. Papa, de quoi s'agit-il? J'ai trouvé quelque chose sous ma voiture. J'ai laissé les mots flotter là. Traceur GPS. Installation professionnelle. Quelqu'un qui connaît les voitures. Silence complet. Le visage de Julien est devenu livide. La main de Sandrine s'est resserrée sur son sac à main. Tu m'as appris à changer l'huile quand tu avais 16 ans, Julien. Tu as été sous cette Citroën avant. Sandrine a commencé à parler. Roland, pourquoi Julien? 270 000 €, j'ai dit. C'est pourquoi. Julien a fait un bruit, comme si tout l'air avait quitté ses poumons. Tu dois de l'argent à Solutions d'investissement Apex. Papa, comment as-tu... Sa voix s'est brisée. Sandrine l'a piqué durement avec son coude. Je sais tout, j'ai dit. Logiciel espion sur mon ordinateur portable. Procuration falsifiée. Prêt utilisant ma propriété. Tout. Le visage de Julien s'est effondré. Papa, ils allaient nous tuer. 15% par mois, on ne pouvait pas payer. Julien, tais-toi, a sifflé Sandrine. Laisse-le parler, j'ai dit. Le traceur était pour te garder en sécurité, a dit Julien désespérément. Pour savoir où tu étais en sécurité. Je me suis penché en avant, ou pour m'assurer que je signe des papiers. Il a hésité. Les deux, peut-être. J'avais peur. Tu as mis un coupe-circuit sur ma voiture. Julien est devenu complètement immobile. Quoi? Ne mens pas. Chuck Moreau l'a identifié. Se connecte à l'unité de contrôle moteur. Peut couper le carburant, bloquer les freins, tuer le moteur à 110 km/h. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. La voix de Julien s'est élevée, paniquée. Sandrine a dit que c'était juste du GPS. Sandrine s'est levée. On s'en va? Asseyez-vous ou j'appelle la gendarmerie maintenant. Vous ne pouvez rien prouver. J'ai levé mon téléphone. Photo du traceur, capture d'écran du logiciel espion, copie des documents falsifiés. Je peux tout prouver. Julien s'est complètement effondré, a commencé à pleurer. Papa, s'il te plaît, on ne voulait pas te faire du mal. On avait juste besoin de la propriété temporairement. On te rembourserait. Après que j'étais mort? Non, il sanglotait maintenant. Je n'allais pas, je n'ai pas... Il ne savait pas, a crié Sandrine. C'est moi qui l'ai acheté, c'était mon idée. Elle a réalisé ce qu'elle avait dit. Son visage est devenu pâle. Donc tu avoues? J'ai dit doucement. Je me suis tourné vers Julien. As-tu installé le traceur? Il pleurait trop fort pour parler d'abord. Oui, mais je ne pensais pas... As-tu accédé à mon ordinateur? Oui. As-tu falsifié ma signature? Sandrine l'a fait, mais je le savais. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, papa. J'ai regardé mon fils, brisé et pleurant sur mon canapé. Moi aussi, je suis désolé. Puis j'ai dit, « Lieutenant Martinez, je pense que vous en avez assez entendu. » La tête de Julien s'est relevée d'un coup. « Quoi ?» Martinez est sortie de la cuisine. L'agent Harper derrière elle. Ils ont levé leur badge. « Julien Moreau, Sandrine Moreau, vous êtes en état d'arrestation. Fraude électronique, tentative de meurtre, maltraitance des personnes âgées, vol d'identité. » Julien n'a pas résisté, a juste continué à pleurer. « Papa, s'il te plaît. » Sandrine a crié. « C'est Roland, dis-leur !» Je n'ai rien dit. Ils les ont emmenés menottés. Par la fenêtre de la voiture, Julien m'a regardé, les larmes coulant sur son visage. Je n'ai pas fait signe. La maison semblait trop silencieuse après leur départ. Martinez a pris ma déposition. Julien et Sandrine seraient présentés lundi. J'avais obtenu justice, mais ça n'avait pas l'air d'une victoire. Ça semblait juste vide. 6 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que la justice suive son cours. 6 mois pour que l'hiver passe, pour que la neige fonde, pour qu'une forme de paix revienne. Je m'asseyais sur ma terrasse ce matin de printemps, avec Réglisse à mes côtés, un border collie de 4 mois que j'avais adopté il y a 3 mois. Dans ma main se trouvait la 5e lettre de Julien. Les 4 premières étaient dans mon bureau, non ouvertes. Celle-ci semblait différente. J'ai repensé à janvier.
Julien s'était tenu devant le juge en combinaison orange, 20 livres plus mince. Quand le juge a dit 8 ans de prison fédérale, 3 ans de liberté surveillée, les épaules de Julien se sont affaissées, mais il a hoché la tête. Ses yeux ont trouvé les miens. Je n'ai pas détourné le regard. Je n'ai pas souri non plus. Sandrine avait combattu ces accusations, prétendu l'innocence. Le jury était en désaccord. 5 ans plus 80 000 € d'amende. Elle m'avait crié dessus en quittant la salle d'audience. C'est ta faute. Le SRPJ avait fait une descente chez Apex Investment 2 semaines plus tard. 12 arrestations. Le témoignage de Julien avait aidé. Ma propriété était maintenant verrouillée dans une fiducie irrévocable. En sécurité. Réglisse a aboyé sur un papillon. La vie avait retrouvé son rythme. Maurice passait 2 fois par semaine. Maître Roussel gérait le travail juridique. Les cauchemars s'étaient principalement arrêtés. Je ne vérifiais plus sous ma voiture. J'avais rejoint un groupe de soutien pour maltraitance des personnes âgées. Donnais des conférences dans les centres seniors sur les signes d'alarme. 3 familles m'avaient recontacté par la suite. Je les avais aidées à voir les schémas. Ça faisait du bien d'être utile au lieu d'être juste une victime. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Monsieur Moreau? Guillaume Hayes de Dijon. J'ai trouvé votre numéro sur un forum sur la maltraitance des personnes âgées. J'ai trouvé quelque chose sous ma voiture. Traceur GPS. Document manquant. Sa fille qui demande une procuration. Je connaissais cette histoire. Guillaume, ne paniquez pas. Documentez tout. Prenez un avocat. Vérifiez votre ordinateur pour des logiciels espions. Ne confrontez personne encore. Pourquoi m'aider? Vous ne me connaissez pas. J'ai regardé Réglisse, ma propriété. Il y a 6 mois, j'étais là où vous êtes. Vous n'êtes pas fou. Protégez-vous. Ce n'est pas égoïste, c'est de la survie. Nous avons parlé 10 minutes de plus. Je lui ai donné le numéro de Roussel. Quand j'ai raccroché, je me sentais plus léger. J'ai ouvert la lettre de Julien. Son écriture tremblait. Papa, je n'attends pas le pardon. La prison est dure, mais j'ai besoin d'être ici. La thérapie aide. Je comprends ce que j'ai fait. Tu ne m'as pas fait échouer. J'ai échoué moi-même. Tu avais raison de me dénoncer. Ça a sauvé ma vie. Je t'aime, Julien. Je l'ai lu 2 fois. Plié. Je ne l'ai pas appelé. Peut-être un jour. Pas aujourd'hui. Réglisse a poussé ma main. Au moins, tu es un bon garçon loyal. Le ciel bourguignon s'étendait sans fin et bleu. J'ai pensé à Guillaume menant le même combat. Julien, en prison, devenant espérons le meilleur. Moi-même à 72 ans, seul, mais vivant et libre. Les gens me demandent si je regrette d'avoir dénoncé mon fils. La réponse est non. L'alternative était de le laisser me tuer. Ils disent que le sang est plus épais que l'eau. Mais j'ai appris que l'autopréservation est plus épaisse que le sang. Ce n'est pas égoïste, c'est de la survie. J'ai gardé la lettre de Julien, pas parce que je lui pardonnais, mais parce que peut-être dans des années, il pourrait y avoir une chance. Pas pour ce qu'on avait, c'est fini, mais pour quelque chose d'honnête. Ou peut-être pas. Peut-être que certaines cassures ne peuvent pas être réparées. Quoi qu'il en soit, je serai ici sur ma propriété avec mon chien, vivant ma vie, parce que c'est pour ça que je me suis battu. Pas la vengeance, pas la punition, juste le droit de continuer à vivre selon mes termes, libre. En regardant en arrière cette histoire vraie, je réalise que les leçons que j'ai apprises sont venues trop tard. Si vous écoutez des histoires de grands-pères comme la mienne, en espérant que vous ne ferez jamais face à une trahison de votre propre famille, laissez-moi vous donner un conseil. N'attendez pas comme je l'ai fait. Faites confiance à vos instincts. Quand quelque chose semble mauvais, c'est probablement le cas. Ce traceur, ces visites utiles, l'installation Wi-Fi, mon instinct le savait. Je ne voulais juste pas croire que mon fils pourrait me trahir. N'ignorez pas les signaux d'alarme. Protégez-vous d'abord. Les gens disent que j'ai été cruel, dénonçant mon propre sang. Mais la Bible dit dans les Proverbes, « Les prudents voient dans le danger et se réfugient, mais les simples continuent et perdent la pénalité. » Dieu nous a donné la sagesse pour la survie. L'autopréservation n'est pas égoïste. Quand quelqu'un essaie de vous tuer, documentez tout. Capture d'écran, photos, dates, heures. Les preuves ont sauvé ma vie. Sans preuve,
Ça aurait été ma parole contre la sienne. Cette histoire vraie n'est pas unique. La maltraitance des personnes âgées est partout maintenant. Si vous entendez des histoires de grands-pères sur des familles exploitant leurs propres pour l'argent, croyez-les. Ça arrive plus que les gens pensent. Chaque histoire vraie comme la mienne est un avertissement pour les autres. Je suis vivant parce que j'ai choisi la survie sur le sentiment. Le sang peut être plus épais que l'eau, mais l'autopréservation est plus épaisse que le sang. Si ces histoires de grands-pères ont résonné avec vous, ou si vous connaissez quelqu'un faisant face à des luttes similaires, laissez un commentaire ci-dessous, partageant vos pensées. Partagez cette histoire avec votre famille. Ça pourrait sauver la vie de quelqu'un. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais rater d'histoires vraies qui comptent. Votre soutien aide ces messages cruciaux à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.